Donc, ce que je veux simplement dire, c'est que la transformation est difficile. Chez Proginov, elle n'a pas été difficile dans le sens où, je ne sais pas si on a vu sur le slide, on est 120 personnes, il y a 80% des salariés et dirigeants qui sont actionnaires d'entreprise. Donc à un moment donné, quand on décide de dire, voilà, on ne va plus vendre des licences, mais on va les louer, forcément que la rentrée, à un moment donné, sur les premiers exercices, c'est pas la même. D'accord ? Mais on le décide entre nous. Parce qu'on est là pour patronner Proginov et déterminer demain ce que sera le modèle économique de Proginov. Là où tous nos gros confrères et concurrents, eux, sont embrigadés dans un actionnariat lourd, et faire comprendre cette gymnastique économique à des actionnaires qui finalement ne comprennent pas le sérail même du métier, je peux vous dire que là, il faut se lever de bonne heure. Et donc, je pense que les 10 années là, qui viennent de s'écouler illustrent cette difficulté qu'ont eu les éditeurs majeurs à se transformer pour aller sur la notion en fait, de location d'application plutôt que d'avoir une énorme rentrée de cash à la vente de licences. C'est un point important. Je voudrais que vous puissiez réagir tous là, sur cette question-là, parce qu'on a le sentiment qu'il y a une évolution qui est en train de se produire. Dès qu'on n'est plus sur du patrimoine, on peut être sur des choses nouvelles. Regardez ce que font les constructeurs automobiles avec la future voiture électrique. Ils vont la louer, ils vont louer la batterie, ils vont tout louer. Oui, tout à fait. Ben ça se retrouve vraiment au niveau effectivement de l'informatique, qui est un usage. On retrouve même dans le patrimonial, l'État et un certain nombre d'entreprises vendent du patrimoine immobilier pour éventuellement même le relouer derrière. L'informatique est devenue depuis quelques années comme presque un usage entre guillemets de première nécessité. Alors c'est exagéré de dire ça par rapport à l'alimentation, par rapport à... Mais néanmoins, qu'est-ce qu'on ne fait pas, nous, quand on rentre à la maison, si on s'est connecté au moins pour voir notre messagerie ou autre, donc on se rend bien compte de tout ça. C'est propre en France, on est champion du monde de la connexion. Les enfants sont sur MSN, sur Facebook, enfin c'est sans arrêt. Donc à un moment donné, on est déjà habitué, nous, d'une certaine façon, à louer des services de première nécessité, la téléphonie. Donc on y vient de toute manière. Et finalement, ça passionne assez peu de personnes, en dehors bien sûr des spécialistes de l'informatique, de savoir ce qu'il y a derrière. La notion de qu'est-ce qu'il y a derrière pour que ça fonctionne. Alors nous, en secret derrière, qu'est-ce qui se passe concrètement? On a parlé de sécurité à l'instant. C'est effectivement sans arrêt qu'on est obligé de réinvestir, tout le temps. Le banquier est présent ce soir, on est sans arrêt en train de réinvestir. C'est pour ça que je pose la question. Et donc le prix de revient, parce qu'en fait la magie, il n'y en a pas. On est des industriels, quand on est industriel dans le bois ou par exemple chez Fleur Michon, eh bien on va investir 3 millions d'euros dans une chaîne de production, puis forcément que lorsqu'on va vendre la première parquette de jambon blanc, eh ben, elle va forcément pas être rentable celle-ci. Mais on a forcément travaillé à terme sur un amortissement ramené évidemment à l'unité de vente. Chez Proginov, l'unité de vente quelque part, c'est pas de la vente, c'est de la location, c'est l'utilisateur. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, quand on rajoute des utilisateurs, quand on rajoute en permanence des niveaux de sécurité, eh bien, au début, le prix de revient, ça fait comme pour la chaîne de jambon blanc, ça a tendance à baisser, ça baisse, enfin, dans l'autre sens pour vous, ça baisse, ça baisse, ça baisse. Mais hop, on réinvestit, forcément. On est toujours obligé de réinvestir en sécurité, en termes de stockage d'informations, puisqu'on n'est plus en gigaoctets, on est sur des multiples téraoctets maintenant sauvegardés chez Proginov, des automates de sauvegarde Tivoli TSM, on est sans arrêt en train de réinvestir. Et ce que l'on fait là, notre challenge à nous, c'est de faire en sorte que ça se traduise chez l'utilisateur uniquement par une mensualité. Et que lui n'ait pas à se soucier de savoir ce qui se passe derrière. Quand vous avez cherché à calculer votre délai de retour sur investissement, on peut appeler ça ça. Oui, oui. Est-ce que vous n'êtes pas dit, mais on est sur quelque chose qui est loué, ça change tout. Ça change tout, parce que quelqu'un qui loue, il le reconduit. C'est un peu comme quelqu'un qui loue un logement. Oui, mais il a toujours besoin de ça, donc il va recommencer. Oui, le logement, par contre, le logement, vous allez rester dans le même logement. Si vos besoins fonciers ne changent pas, bien vous allez rester dans votre maison jusqu'à pendant 20 ans ou 30 ans, même si ça court plus trop les rues maintenant. Mais au niveau de l'informatique, quand on est en PME et qu'on investit, au moment où on a signé le bon de commande, c'est déjà obsolète. C'est déjà obsolète. Donc, cette notion finalement de retour sur investissement, on connaît déjà tous quand on investit dans l'informatique, on sait que le retour sur investissement, c'est déjà perdu presque au moment où on achète. C'est très compliqué. Nous, la formule qu'on a choisie, c'est de dire, eh bien,
on va faire rentrer des utilisateurs, donc on va faire rentrer du cash, ce qui nous permettra en permanence de réinvestir en R&D pour appréhender l'ensemble des technos, que ce soit, effectivement, on a parlé un peu d'iPhone, on peut parler du web, on a chez nous effectivement des développements également sur la partie web, pour un usage plus destiné au web, mais on se rend bien compte qu'on est sans cesse en train de décrire, de faire un peu des champollions en fait de l'informatique en se disant mais qu'est-ce qui nous attend demain et où est-ce qu'on va devoir à nouveau investir. Et le challenge en face pour nous, évidemment, en tant que société qui doit générer du profit, c'est rentrer évidemment toujours des clients pour alimenter d'une certaine façon cette chaudière par exemple pour que le feu ne s'éteigne jamais. Alors, parce que Swilo, vous j'essaie de maintenir la balance égale entre vous deux, parce que si j'ai bien compris, vous êtes un bon concurrent quand même. Non, tout à fait. Je n'ai pas cette prétention, je crois. Voilà. En tant qu'alter ego, allons-y. Non, je vais juste revenir, je pense que c'est aussi une politique des éditeurs, parce que c'est enfin, des gros éditeurs en France, hein, il n'y en a pas énormément, et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même, alors je parlais de la voiture tout à l'heure, c'est vrai qu'ils ont vendu le logiciel. Et c'est vrai que retourner vers leurs clients en disant, bah, vous avez votre voiture, vous l'avez achetée, et puis demain vous la louez, il y a quand même quelque chose d'assez étrange. Vous l'avez acheté, vous êtes en possession, puis on vous dit, il faut la louer. Donc c'est vrai que le passage, je dirais, d'un modèle économique où vous avez une licence avec de la maintenance, et puis passer dans le monde SaaS, à ce niveau-là, en dehors de la technologie, mais ce mode de location est quand même assez étrange. Donc je dirais qu'aujourd'hui, ils vont aborder ça soit par du métier, hein, donc il y a beaucoup de développement sur la CRM, des choses comme ça, sur des nouvelles approches qui vont se faire, où ça va se faire sur d'aller chercher en fait des petits clients au départ sur le marché, ou d'aller chercher des nouveaux clients sur des nouveaux besoins. Mais je pense que ça reste très compliqué pour eux de dire aujourd'hui, j'ai un gros client, demain je le transforme totalement en mode SaaS alors qu'il a déjà payé. Ça, je pense que c'est compliqué pour eux. Plus il est gros, plus il va comprendre, il va avoir la faculté de comprendre. Ben, je pense que ça va être difficile. Enfin, au niveau de l'éditeur ? Non, plus le client est gros, plus il a la capacité de comprendre ces mécanismes-là. Bah, il peut les comprendre, mais bon, ça passe aussi par un moment où les coûts ne vont pas être les mêmes. C'est-à-dire qu'il va être obligé de repayer, il va repayer une location sur quelque chose qu'il a acheté à un moment donné. Donc cette transition, elle reste relativement compliquée. Donc ça, je pense que ça va venir, ça va évoluer, mais il va falloir que ça rentre vraiment en les noces, que ça soit vraiment acquis. Moi, je suis toujours étonné un petit peu aussi au niveau du marché. Nous, on est une petite équipe, hein, il y a 2 développeurs, une designeuse, donc moi je travaille au niveau conception. Aujourd'hui, je n'ai pas trouvé au niveau du marché sur les nouvelles techno, je n'ai pas retrouvé de propositions, donc au salon ERP, etc. Je n'ai pas retrouvé d'éditeurs qui allaient aussi loin dans des propositions technologiques. Donc c'est vrai qu'on est dans des situations où l'informatique va très très vite, vous avez des équipes en place, vous avez des ERP, et là je pense qu'on va se retrouver, c'est que les ERP, ça met beaucoup de temps pour l'enrichir au niveau des fonctionnalités. Hein, donc vous avez 10 ans, donc pour avoir le catalogue complet des fonctionnalités, il faut vraiment avoir un travail très très long. Pour eux, je pense que c'est très compliqué aujourd'hui de vraiment se remettre en cause, de refaire de la recherche et développement, de remettre en fait, de tout réinvestir sur des nouvelles technologies, parce que je pense qu'on est aussi sur des ruptures technologiques qui sont relativement importantes. Donc je pense que ça va venir, ça va évoluer. Je pense que par rapport à ce qui avait été évoqué dans la presse, je dirais on avait évoqué la notion de révolution, je pense qu'on n'est pas là. On est sur une notion d'évolution où les choses elles vont venir au fur et à mesure du temps. Mais une évolution plus une rupture éventuelle, ça s'appelle une révolution. Monsieur Villet. Oui, deux petites idées à compléter auprès de mes confrères. C'est de dire que d'abord, de tout temps, l'évolution de nos métiers ont été pour tendre vers la récurrence. Et il n'y a pas aujourd'hui, à notre niveau, plus intéressant modèle que de partir vers ce genre de process, parce que souvent on inscrit aussi un contrat en SaaS sur une durée. En ce qui nous concerne, on ne prend pas de contrat en sous 24 mois. Donc on inscrit le client aussi pour qu'il fidélise sa récurrence. Et puis, quand il a vu l'intérêt du processus que l'on a pu mettre avec lui, c'est quand même, il a envie en général d'y retourner.